Cet objet que les scientifiques vous cachent. Ouais. Si avec ça je fais pas 2-3 vues... Salut les petits coulous, aujourd'hui on va s'éloigner un petit peu de l'ésotérisme pour parler d'un autre sujet que j'aime beaucoup, c'est l'histoire alternative. Et plus précisément des zooparts, out of place artifacts. Ce sont des objets qui ont été retrouvés dans un contexte anormal et qui remettent en cause la chronologie de l'histoire officielle. On trouve par exemple l'oiseau de Saqqara qui représente un avion alors qu'il a 2200 ans, les hiéroglyphes d'Abydos qui représentent des machines volantes. Celui-là, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, je vous mets le lien en description. La pile électrique de Bagdad, la machine denticitaire, etc., etc. Dans cet épisode, on va se concentrer sur un objet, le vase de Dorchester. C'est une pièce travaillée à la main qui a été retrouvée emprisonnée dans de la roche et qui laisse penser qu'une civilisation évoluée nous a précédés, en tout cas en Amérique du Nord. Si ce genre de vidéo vous plaît, je pourrais faire toute une série complète sur les zooparts parce qu'il y en a une sacrée quantité. En attendant, si vous voulez apprendre plein de trucs sur l'ésotérisme, vous avez la boutique Mysteria sur laquelle vous avez une petite fonctionnalité dont je ne suis pas peu fier. Vous pouvez trier les bouquins par thème, jusque-là rien de nouveau, mais vous pouvez aussi les classer par niveau, novice, débutant, intermédiaire, avancé ou initié. Ouais, je me suis tapé tous les bouquins et je les ai classés par niveau de complexité. Ouais, c'était un petit peu de boulot, ouais. Donc si vous êtes novice et que vous voulez débuter en alchimie, c'est très simple, vous choisissez novice et alchimie. Bim, voilà tous les livres qui vous correspondent. Le lien de la boutique est dans la description et maintenant on passe à notre objet. Nous sommes dans le courant du mois de mai 1852 aux États-Unis, dans la ville de Dorchester, non loin de Boston. Lors d'une opération minière, une entreprise fait exploser de la roche avec de la poudre noire, probablement dans le but de créer une nouvelle route. Cette explosion fait jaillir une grande quantité de roche et au milieu, un objet cassé en deux parties et qui était enterré à environ 5 mètres de profondeur. C'est un vase en forme de cloche qui est composé d'un mélange de fer, de zinc et de plomb. Il mesure à peu près 11,5 cm de haut et 16,5 cm de diamètre à sa base. Sur la surface, on peut voir des motifs floraux très finement exécutés en argent. La nouvelle est rapportée par le Boston Transcript et attire un certain docteur Jerome van Kronsinfield Smith. Enfin, Smith. C'est le médecin du port de Boston et surtout c'est un spécialiste qui a examiné des centaines d'ustensiles domestiques de toutes les époques et il affirme ne jamais avoir vu quelque chose comme ça. La fabrication est parfaitement maîtrisée mais surtout, le problème majeur de cette histoire, comment ce vase a pu se retrouver pris dans la roche. À cet endroit, c'est une roche sédimentaire, c'est-à-dire que c'est l'eau qui dépose des microparticules pendant très longtemps pour former une roche. Les scientifiques sont formels, la masse qui a été dynamitée a commencé à se former il y a au moins 100 000 ans. Et là on arrive sur un problème de taille parce que ça veut dire que ce vase est emprisonné dans la masse rocheuse depuis au moins 100 000 ans. Le souci bien évidemment c'est qu'il y a 100 000 ans, alors je dis pas qu'on joue avec notre caca dans des grottes, mais pas loin quand même. En tout cas, on ne maîtrisait aucune technique métallurgique, car le premier métal à être travaillé par l'homme, c'est le cuivre au moment du néolithique, que l'on appelle aussi l'âge du cuivre. Il commence autour de -6000 et se termine vers -3000 pour laisser place à l'âge du bronze. L'homme savait travailler le cuivre, mais également l'or et l'argent, principalement pour les ornements. Bref, quoi qu'il en soit, dans l'histoire officielle, il n'y a aucune espèce capable de réaliser cet objet il y a plus de 100 000 ans. Et en plus, la datation va évoluer, car tout ce que je vous raconte pour le moment vient de la fin du 19e siècle. Mais avec l'évolution de la technologie, on va avoir quelques surprises. Après sa découverte, il était la propriété d'un certain John Kettel, qui va le prêter à quelques musées avant que l'objet ne disparaisse de la circulation. C'est en 1979 qu'il refait surface dans un livre de Brad Steiger, un auteur spécialisé dans les mystères préhistoriques. Il a retrouvé le propriétaire de l'objet, un certain Milton Reed Swanson, habitant du Maine, qui lui a confié ceci. J'espérais apprendre quelque chose de plus précis de la part du Museum of Fine Arts de Boston, qui dirige un laboratoire d'analyse très performant créé en coopération avec le MIT. Les chercheurs se sont livrés à une batterie complète de tests pendant 2 ans, qui n'ont pas permis de découvrir ses origines.
Cependant, les chercheurs m'ont déclaré en privé que la roche était âgée d'environ 1 million d'années. Bien évidemment, aucun d'entre eux n'oserait publier ces conclusions par peur du ridicule, bien que des tests à l'acide aient confirmé cette datation. Entre le moment de la découverte et ce livre de 1979, un institut de recherche célèbre est apparu à proximité de Boston, c'est le MIT. Et en termes de datation, ils sont plutôt balèzes. C'est donc le Museum of Fine Arts de Boston qui va travailler en collaboration avec le MIT pour dater la roche qui se trouvait autour de l'objet. Et le résultat des 2 ans de recherche est sans appel. La roche qui entoure le vase a au moins 1 million d'années. Les résultats n'ont pas été rendus publics car il est évident que nous sommes face à une faille dans notre vision de l'histoire de l'humanité. Si les tests à l'acide menés par le MIT donnent cette datation, ça veut dire qu'il y a 1 million d'années, dans le nord-est des États-Unis, il y avait une civilisation évoluée qui maîtrisait la métallurgie et qui a développé une forme d'art qu'on ne retrouve évidemment nulle part ailleurs. On peut facilement comprendre que les scientifiques ne veulent pas publier les résultats de leurs recherches car le dogme de l'histoire officielle s'effondrerait instantanément. Aujourd'hui, cet objet a disparu et très peu de personnes s'y sont intéressées, car il remet en cause la chronologie officielle de notre évolution et vient s'ajouter à la longue liste d'artefacts que les scientifiques ne prennent pas en considération. Ce qui est bien dommage parce que les zoopartes sont tellement nombreux qu'il devient difficile de cacher la vérité. Bon. Ce que je viens de vous raconter, c'est ce que diffusent les partisans d'une grande civilisation antédiluvienne. Et maintenant, je vais vous présenter la synthèse d'une enquête approfondie. L'histoire de ce vase est assez complexe et surtout brouillonne. Alors pour rendre ça compréhensible, je vais faire une frise chronologique avec un certain nombre d'événements pour que vous puissiez visualiser l'évolution de cette histoire. Et à la fin, je vous apporterai la solution à cette énigme et je pense que vous n'êtes pas prêts. C'est parti. 26 mai 1852, la découverte du vase est rapportée par le journal Boston Transcript. Voilà la page complète et voilà la colonne qui concerne la découverte. 5 juin 1852, un morceau de l'article est repris dans le journal Scientific American. Suite à cette découverte, il ne se passera rien. Le propriétaire est un notable de Boston, un certain John Kettle, et l'objet va effectivement disparaître de la circulation. Il va falloir attendre quelques décennies pour qu'il revienne sur le devant de la scène. 1919, c'est 67 ans après sa découverte qu'il refait surface dans un livre de Charles Fort, le livre des damnés. Il se trompe sur la date de la découverte et surtout il prétend que le métal qui compose l'objet est inconnu. 1955, le livre de Charles Fort est traduit en français et c'est un certain Jacques Bergier qui rédige la préface. C'est un auteur qui a pas mal participé à la diffusion en France de théories alternatives, du paranormal, etc. Il est l'auteur du livre Le Matin des magiciens, qui est la base de beaucoup de théories un peu foireuses sur les pyramides, les civilisations antédiluviennes, etc. 1970, ce fameux Jacques Bergier sort le livre Les extraterrestres dans l'histoire et mentionne l'article du Scientific American et ajoute 2 informations qui viennent de nulle part. La première, c'est le fait que l'objet circule de musée en musée avant de disparaître. Personne ne parle de ça avant lui. Ensuite, il dit qu'une enquête affirme que la roche était vieille de plusieurs millions d'années. Pareil, il n'y a aucune enquête connue et personne d'autre que lui ne parle de ça pour le moment. J'ouvre une parenthèse sur ce personnage qu'est Jacques Bergier parce qu'il a écrit beaucoup de livres foireux dans sa vie, mais il faut savoir que ce mec était un véritable génie. Il parlait 14 langues, il pouvait lire un livre en 10 minutes, il était ingénieur chimiste, agent secret, écrivain, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a écrit des choses sur le futur qui étaient dingues. Il parlait de la place des ordinateurs et de l'idée d'Internet en 1968. Bref, c'était un véritable génie et il est même apparu dans l'album de Tintin, Vol 714 pour Sydney. Et ça c'est plutôt classe. Je referme la parenthèse. 1978, Jim Brandon sort un livre appelé Weird America et relate cette découverte. Pas de nouvelles informations. 1979, c'est une année très importante dans l'histoire de ce vase parce que c'est la première fois qu'on le voit en photo. Et oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de cette frise chronologique, je ne vous ai pas parlé de photos, uniquement de livres qui parlent du vase.
On la trouve dans Worlds Before Our Own de Brad Steiger, un auteur qui écrit sur les ovnis, le paranormal, les mystères préhistoriques, etc. Voilà un extrait du livre. Il est essentiellement noir, mais le métal est composé de laiton, avec du zinc, du fer et du plomb. Les incrustations sont de l'argent pur, et j'ai dû mettre du vernis dessus pour les protéger. J'ai toujours eu le sentiment qu'il s'agissait d'une urne funéraire. Le Museum of Fine Arts de Boston a le meilleur et le plus complet des laboratoires qui fut créé en coopération avec le MIT. J'ai pu leur faire effectuer tous les tests possibles pendant 2 ans. Toujours aucune réponse quant à sa datation ou son origine. Donc en 1979, le propriétaire est un certain Milton Reed Swanson et selon l'auteur du livre, on n'a aucune information sur la date et l'origine de l'artefact. On va pas se mentir, l'histoire commence à puer un petit peu de la gueule parce que ça parle de métal inconnu et de zinc, de datation inconnue ou de millions d'années. Bref, chacun y va de sa petite information et ce n'est que le début. 1981, le docteur Eric von Funke, un auteur créationniste, l'évoque dans son livre Time Upside Down. 1993, Michael Cremo publie l'ouvrage L'histoire secrète de l'espèce humaine. Et voilà ce qu'on y trouve. D'après une carte récente de la région de Boston-Dorchester, établie par le service de recherche géologique américain, le Pudding Stone, désigné aujourd'hui sous le nom de conglomérat de Roxbury, date du Précambrien. Voici plus de 60 millions d'années. D'après la chronologie officielle, la vie commençait à peine à apparaître sur cette planète durant le Précambrien. Mais avec le vase de Dorchester, nous avons un témoignage de la présence d'artisans chaudronniers en Amérique du Nord plus de 600 millions d'années avant Leif Erikson. Alors juste pour info, Leif Erikson est un Islandais né aux environs de 970 qui serait le premier Européen à avoir découvert l'Amérique aux alentours de l'an 1000. Donc on a désormais une fabrication de l'objet qui pourrait remonter à 600 millions d'années selon Michael Cremo. 600 millions d'années, c'est beaucoup. Enfin, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Voilà. L'écrivain italien Michel Manner a fait une analyse poussée des motifs fleuris dessinés sur le vase. Et on arrive à la conclusion qu'il s'agit de plantes du genre Sphenophyllum, une plante datant du Carbonifère supérieur, c'est-à-dire il y a environ 320 millions d'années. Cette plante, on ne la connaît que par des fossiles car elle a disparu depuis longtemps. Et sa conclusion, c'est tout simplement que des humains ont fait ce vase il y a 320 millions d'années, au moment où la plante existait encore. Bon, à partir de là, on rentre dans l'ère internet, alors je ne vais pas répertorier tous les sites qui parlent du vase, mais je vais prendre 2 cas particuliers. En 2013, sur le site de Dominique Youngblood, d'un Indiana Jones français version Leader Price, on trouve ceci. Il parle d'une datation de plus de 100 000 ans au moment de la découverte, d'une disparition du musée auquel il aurait été confié et du fait que la photo date des années 30. Bon, vous commencez à comprendre que tout est plus ou moins inventé et que personne n'a jamais vérifié quoi que ce soit. Le deuxième exemple est toujours en 2013 sur le site The Hour of Truth, les flèches de la vérité, sur lesquelles l'auteur parle d'une datation de 1 million d'années et qui montre cette photo. Eh mais, attendez une petite seconde, cette photo-là, c'est pas la même que l'original? Ça, c'est la toute première photo du vase de 1979. Et ça, c'est la photo trouvée sur un blog en 2013. Ce n'est clairement pas le même objet. Là, on voit que la plante ou l'arbre est entouré, alors que sur l'autre photo, pas du tout. Nom d'un petit bonhomme en mousse, qu'est-ce que c'est que ces pâtes à couec? Eh ben en fait... Regardez. Ça, c'est la photo d'origine. Ça, c'est celle de 2013. Ça, c'est un autre vase similaire. Ça aussi, c'est dans le même style. Celui-là diffère un petit peu, mais c'est la même forme et les mêmes métaux. Là, on voit ce fameux vase avec le reste de la collection. Là, on voit 2 autres vases, très jolis d'ailleurs. En voilà encore un et encore un autre. Bon alors, c'est quoi cette histoire? Un vase qui aurait 600 millions d'années ou 100 000 ans en fonction des sources, qui serait d'un métal inconnu et qui serait la preuve d'une civilisation lointaine évoluée, ne peut pas exister en plusieurs exemplaires, ça n'a pas de sens. Alors, je vous mets à l'écran 2 de ces vases et je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ce que ça pourrait être. Vous pouvez faire pause, réfléchir et me dire en commentaire ce que c'est selon vous. Attention, on passe à la solution dans 3, 2, 1...
Ouais, c'est la base d'une chicha. Maintenant que vous savez ce que c'est, je vais tenter de vous donner une explication plus plausible que celle d'un vase de 600 millions d'années fabriqué par une civilisation inconnue. Pour cela, on va quitter Boston et se rendre à Londres en 1851, l'année précédant la découverte de l'artefact. Pourquoi Londres et pourquoi cette date? Eh bien parce qu'en 1851 se tient au Crystal Palace l'exposition universelle. Du 1er mai au 15 octobre 1851, c'est 6 millions de visiteurs qui se déplacent et sur les 15 000 exposants, 7 000 étaient d'origine britannique. C'était un petit peu l'occasion pour l'Angleterre de faire une démonstration de la puissance de son empire. Parmi ces exposants, il y en a pas mal qui venaient des colonies anglaises et notamment d'Inde. Et cette année-là, il y a quelque chose qui a fait sensation, c'est l'art bidri, en anglais bidriware. C'est un art originaire de Perse qui a été introduit dans la région de Bidar en Inde et remonte environ au XIVe siècle. Les objets sont généralement en laiton blanc et noirci avec une patine constituée d'oxyde de zinc et d'oxyde de cuivre. Les décorations sont faites en argent et l'ensemble est poncé et poli. On trouve des tasses à couvercle, des carafes et aussi des narguilés qu'on appelle en Inde un hookah. Tout ça c'est très joli dans un coin du salon, mais comment on en est arrivé là ? Boston étant un port d'immigration et une colonie anglaise, il est probable qu'une personne se soit rendue à l'exposition universelle de Londres en 1851, a acheté cet objet, l'a ramené à Dorchester et s'en est débarrassé en le jetant non loin de l'endroit où il sera découvert. L'année d'après, en 1852, une explosion contrôlée est faite pour dégager de la roche. D'ailleurs, elle a vraiment eu lieu, on en a des traces dans le rapport annuel des finances de la ville. Ce rapport va jusqu'au 1er février 1853 et on y trouve un paiement de 234 $ à l'ordre de James Glenning pour 192 jours de blasting rocks, c'est-à-dire faire péter du caillou quoi, et 153 $ à l'ordre de Andrew Glover pour de la poudre et des mèches. Donc cette explosion a vraiment eu lieu, mais elle a juste éjecté l'objet qui a été abandonné ici plus ou moins un an auparavant. Voilà l'explication la plus probable. Alors, ça manque de détails évidemment, mais c'est quand même vachement plus probable qu'un vase de 600 millions d'années qui, comme par hasard, ressemble parfaitement à un style indien très bien documenté. Pour conclure, je dirais que cette histoire de civilisation avancée dont on aurait perdu la trace, je suis le premier à vouloir y aller, j'ai aucun problème avec ça. Mais il ne faut pas non plus tomber dans des croyances aveugles. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je suis tombé sur la chaîne YouTube de quelqu'un que vous connaissez peut-être et dont je ne veux pas citer le nom, mais c'est une chaîne qui défend cette idée de civilisation ancienne et qui, à travers des vidéos, présente des artefacts qui remettent en cause la chronologie de l'humanité. Une chaîne avec une voix off très douce, des belles images. Le problème, c'est que souvent, pour pas dire tout le temps, c'est juste des propos répétés, aucune vérification de quoi que ce soit, aucun esprit critique. Je crois en une civilisation avancée disparue, on me dit que cet objet était emprisonné dans une roche vieille d'au moins 100 000 ans. Ok, c'est bien ce que je pensais, il y a effectivement une civilisation avancée que nous ne connaissons pas. Il va falloir bosser un petit peu plus que ça quand même. Bref, peu importe les sujets qui vous passionnent, n'oubliez pas de garder un petit peu d'esprit critique. Ciao.